Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une question fascinante. Comment le sens d'un seul mot peut finir par façonner un conflit mondial? Alors, comment un mot peut-il devenir une arme? Pour le comprendre, on va explorer un cas bien précis où le langage lui-même est devenu une force géopolitique, peut-être même plus puissante que les frontières physiques. Quand on pense à ce genre de conflit, on imagine tout de suite des territoires, des armées, des traités. Mais les sources sur lesquelles se base cette analyse nous disent qu'une autre bataille, bien plus subtile, est en cours. Et cette bataille, elle ne se joue pas avec des armes, mais avec des mots. C'est une véritable guerre de sens, où un terme, à l'origine très technique, a été transformé pour devenir une accusation historique, lourde de conséquences. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment un mot peut-il prendre une telle dimension? D'après nos sources, tout part d'un terme juridique assez précis qui va déclencher une sorte de réaction en chaîne sémantique. À l'origine, en droit international, le mot colonie est purement descriptif. Il désigne des localités civiles établies dans un territoire dont le statut final n'est pas encore réglé par un traité. C'est important de le noter, ça décrit un lieu et non un jugement moral sur les gens qui y vivent. Mais c'est dans le débat public que tout bascule. Et c'est là que la réaction en chaîne s'enclenche. Comme on le voit ici, on passe de colonie, un simple lieu, à colon, qui désigne cette fois des personnes avec un visage, un poids moral. Et de là, on glisse vers colonialisme, qui devient un crime et invoque tout un récit historique. C'est comme ça qu'une simple description géographique se transforme en une accusation contre un peuple tout entier. Et là, ça devient vraiment intéressant, parce que si on met ce discours public en parallèle avec la définition historique même du colonialisme, eh bien on voit des différences assez nettes. Quand on regarde ce tableau, on voit bien que le modèle classique, celui d'une métropole lointaine qui exploite les ressources d'un territoire d'outre-mer sans lien historique, eh bien, selon la source, ça ne colle pas vraiment ici. Ce qu'elle décrit, c'est plutôt un conflit national entre deux peuples qui revendiquent un même cœur historique. Bon, alors, si le modèle du colonialisme classique ne s'applique pas, que dit le droit? Pour y voir plus clair, il faut se pencher sur deux approches juridiques radicalement différentes qui ont été appliquées au même territoire. Cette chronologie nous donne quelques dates clés pour comprendre l'évolution du statut de la Cisjordanie. On voit bien les transferts de contrôle militaire, d'abord à la Jordanie en 48, puis à Israël en 67, et enfin la renonciation jordanienne en 88. Et c'est là qu'on touche à une différence absolument fondamentale. La Jordanie, en 1950, a choisi l'annexion civile. Elle a intégré le territoire et accordé la citoyenneté aux habitants. Israël, après 1967, a fait un choix différent. Pas d'annexion civile générale. Le territoire est resté sous administration militaire. Et c'est précisément à cause de cette non-annexion que le terme juridique d'occupation est utilisé. C'est un statut temporaire, une procédure en droit international. Ça définit des obligations pour l'État qui administre, mais attention, ça ne colle pas une étiquette juridique sur les civils qui y vivent. La question est donc, pourquoi Israël n'a pas fait comme la Jordanie? Pourquoi ne pas avoir annexé le territoire? La source qu'on analyse met en lumière un calcul stratégique bien précis au cœur de cette décision. Et ce calcul tourne autour d'un chiffre, environ 300 000. D'après la source, c'est le nombre de Palestiniens qui vivaient dans la zone C, c'est-à-dire les 60% de la Cisjordanie sous contrôle administratif israélien. Mais alors, pourquoi ce chiffre est-il si important? Eh bien, tout simplement parce qu'annexer un territoire, ce n'est pas juste colorier une zone sur une carte, c'est surtout intégrer la population qui y réside. Et une annexion civile générale aurait eu des conséquences internes absolument majeures pour Israël. D'abord, il aurait fallu intégrer cette population, lui donner des droits, potentiellement la citoyenneté. Ça aurait complètement changé l'équilibre électoral du pays, remis en question l'identité même de l'État, et enfin, d'un point de vue stratégique, ça aurait signifié abandonner une monnaie d'échange cruciale pour un futur traité de paix. Donc on voit bien que le choix de ne pas annexer n'était pas une question d'ignorance juridique. La source insiste là-dessus. C'était un calcul, un choix stratégique délibéré, visant à préserver la structure politique et démographique interne du pays. Alors après tout ça, on peut se poser la question, qui a annexé quoi finalement? Et c'est là qu'on arrive à l'idée finale, celle qui boucle la boucle, et nous ramène à notre point de départ sur le pouvoir des mots. Et la conclusion de la source est assez percutante. Elle dit ceci. Ce n'est pas un territoire qui a colonisé un peuple, mais un mot qui a colonisé le débat. En d'autres termes, pendant qu'Israël choisissait de ne pas annexer la terre, le débat public, lui, s'emparait des mots pour annexer leur sens. La véritable annexion, donc, n'aurait pas été celle du territoire, mais celle du langage. Un terme juridique, technique et neutre, a été comme absorbé par l'émotion, par le poids de l'histoire, pour créer un récit devenu beaucoup plus puissant que la réalité juridique elle-même.
Le langage procédural du droit a laissé la place au langage émotionnel du conflit. Et tout ceci nous laisse avec une réflexion finale. Dans n'importe quel conflit, quelle est la frontière la plus difficile à faire bouger? Celle qu'on voit sur les cartes ou bien celle qui est ancrée dans nos esprits? C'est une bonne question pour réfléchir à la façon dont les mots qu'on choisit peuvent, bien avant de tracer la moindre ligne au sol, construire des murs ou jeter des ponts.